Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Journée internationale de la liberté de presse, quel est l'état des lieux au Togo? Le journaliste togolais est-il libre dans l'exercice de sa profession? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission. Dialogue politique au point mort a fait Bolloré. Le ministre de la fonction publique Gilbert Badilem Barara s'est prononcé, mais à l'horizon un peu de lieu d'espoir. On en cherche toujours. Trois invités dans ce studio, Pasteur Edo, comme il est le président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Atta, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Idelphonse Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Les spécialistes vous retrouvent sur Pyramide FM. Bonsoir et bienvenue. Ibrahim Atta, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Idelphonse Akwaki, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Honoré et bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent. Pasteur Edo, comme bonsoir et bon retour. Oui, bon, bonsoir et c'est un plaisir de me retrouver encore avec les collègues. Et je crois que tous ceux qui nous écoutent seront encore ravis de nous écouter encore ce soir. Et le voyage? Donc ça s'est bien passé, nous rendons grâce au Seigneur. Voilà, il semble que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, pour vous, ce n'est pas vérifié. C'est une illusion, c'est une véritable illusion. Je crois qu'on nous a toujours bluffé avec cette affaire de libre circulation des personnes et des biens. Chaque fois que vous arrivez à une de nos frontières, de l'espace, vous devez payer quel que soit la pièce d'identité dont vous disposez. Mais n'ayez pas le passeport sur vous. Hein. Là, c'est un autre crime. D'avoir le passeport. Oh, d'avoir le passeport. Là, ils vont dire, ils vont cacheter. Là, on te dit stamp fee, c'est-à-dire frais de cachet. Et surtout, si le passeport est nouveau, on te dit que bon, apparemment, c'est la première fois qu'on cachait ton passeport, et là c'est autre chose. Tu as beaucoup de sous à payer. Bon, je crois que là c'est une véritable illusion, cette affaire de libre circulation. Et quand vous prenez par exemple le Nigeria, chacun a sa frontière, quoi. Le Nigeria, chacun a sa barrière, chacun met. Et des bandits qui sont là, en complicité avec les forces qui sont là, et ne demandez pas secours aux forces de sécurité. Il va dire, mais Martin Todo, il me donnait quoi au coup d'eau. Donc il n'a rien à faire avec toi. Donc c'est comme ça, chacun a sa barrière, il prend, jusqu'à ce que tu n'arrives là et c'est fini quoi. Je crois quand même que ça là, et CEDEAO, finalement, elle devient vide. Hein. Apparemment, il n'y a rien. Sur le plan politique, il n'y a rien. Sur le plan économique, il n'y a rien. C'est vrai quand même qu'on aurait pu souhaiter que la CEDEAO fasse des résultats. Mais là, le fondement de base, c'est la libre circulation. Mais ça, là aussi, pendant plus de 30 ans après, je crois qu'il faut revoir ça. Oui, c'est vrai que c'est l'aventure qui vous a amené vers là. Sinon, c'est des réalités qui existent partout. Partout dans l'espace CEDEAO. Oui, dans l'espace CEDEAO, c'est ce que je dis. Je parle de l'espace CEDEAO. Je parle de l'espace CEDEAO. Partout là, l'espace CEDEAO. Est-ce qu'au fait, c'est ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est ce qu'on nous dit? On dit que c'est une réalité. Je crois que le chef de l'État, dès à sa prise de fonction, est allé le jour là. Je crois que le jour là, il y a eu une accalmie. Dès qu'il tourne le dos, ça reprend encore qu'on l'appelle que dirais-je, les affaires européennes ont bien repris. Bon, donc apparemment, je crois qu'au CEDEAO, vraiment, on a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais c'est dire que la CEDEAO n'existe que sur papier. Mais dans les faits, lorsque vous avez l'habitude de franchir les frontières de l'espace CEDEAO, vous allez comprendre et connaître beaucoup de choses. Juste la frontière d'Aflao. Hein? Lorsque vous quittez, comme l'a dit Pasteur Edo tout à l'heure, lorsque vous quittez le Togo, on vous demande quelques pièces. Lorsque vous rentrez au Ghana avec la douane ghanéenne, si vous avez, l'immigration, si vous avez la malchance de présenter votre passeport, vous payez au moins 1000 francs CFA. Avec votre passeport. Avec votre passeport. Alors, donc, il faut conclure en disant que la Ghana, il y a encore Soga Kopé, hein? Oui, là, tout à fait. Ghana, c'est deux frontières. Tout à fait, parce que lorsque vous n'avez pas le visa ici et que vous arrivez à Soga Kopé, on vous fait descendre, on vous envoie dans une chambre là, quelque part là où sont présents certains officiers de l'immigration ghanéenne qui vous disent il faut payer encore telle somme
C'est juste pour vous dire que la CEDEAO, libre circulation des personnes et des biens, n'existe que sur papier. Dans la réalité, pas du tout. Bon, c'est juste pour partager avec les auditeurs la mésaventure du passeur Edo, puisque non, c'est pas parce que j'ai voyagé, ce n'est pas ça. Non, c'est pas qu'on du voyage, mais je crois que c'est des choses que les gens vivent tous les jours, donc c'est ça. Voilà, la journée internationale de la liberté de presse, au moins à ce niveau, on parle de liberté, on va vérifier si ça existe dans les CEDEAO, particulièrement au Togo. C'était hier, cette journée a été célébrée par le monde. Dans ce studio, il y a au moins 12 journalistes qui vont débattre du sujet et un acteur de la société civile. Vous, journalistes, d'abord Ibrahim Atta, est-ce que vous êtes libre dans l'exercice de votre profession? Il faut dire qu'au Togo, nous avons un code de la presse et de la communication qui est pénalisé. C'est déjà un atout parce que l'exercice du métier n'est pas aussi assujetti à des contraintes, je peux dire, républicaines. Et donc, les journalistes travaillent normalement, les journalistes vont à la quête des informations, les journalistes sont libres sur le terrain de collecter les informations comme on leur semble. Sauf que sur le plan couverture médiatique, il arrive parfois qu'il y ait des altercations avec les agents de service de force de l'ordre qui sont là pour le maintien d'ordre ou bien pour le rétablissement de l'ordre public. S'il s'agit des manifestations qui dégénèrent et qui dérapent. Bon, en dehors de ça, il faut dire que la presse togolaise, surtout la presse privée, évolue dans un environnement de précarité. Et ceci est dû au fait qu'il n'y a pas de mesures incitatives pour amener la presse privée à pouvoir s'épanouir au Togo. Si vous regardez un peu l'aide de l'État à la presse, ou bien la subvention de l'État à la presse, vous voyez que l'enveloppe n'est pas assez conséquente pour pouvoir amener les rédactions à se doter d'équipements assez modernes et aussi permettre un roulement assez conséquent au niveau des rédactions. Donc voilà, grosso modo, l'atmosphère dans laquelle la presse évolue au Togo. Mais il faut dire aussi que sur le plan liberté, il y a eu un peu d'amélioration par rapport aux années de plomb. Je veux parler d'années où lorsque vous faites vos parutions, lorsque vous tenez des informations, lorsque vous publiez certaines informations, vous êtes obligé d'aller vous cacher au Ghana, de peur qu'on ne vienne vous chercher. Aujourd'hui, au moins quand vous publiez des informations, au moins vous faites face à tout ce qui peut être vu comme riposte ou bien réplique ou bien toute personne qui tenterait de savoir encore davantage par rapport à vos écrits. Donc il n'y a pas trop de contraintes à mon niveau et il n'y a pas trop d'intimidation aussi. Sauf que tout récemment, avec la crise politique, il y a eu un climat assez sensible qui a fait que la fébrilité se lisait un peu partout, vous savez, par rapport à l'atmosphère politique qui était très surchauffée. Et il y avait certains confrères qui ont été convoqués par le service de renseignement et d'investigation de la gendarmerie. Ça aussi, ça a entraîné des réactions de la part des organisations de presse qui ont estimé que c'était des mesures pour intimider certains journalistes ou bien pour réduire au silence certaines rédactions. Mais dans l'ensemble, il faut dire que c'était des convocations pour en savoir plus sur les tenants et les aboutissants des informations mises sous presse par ces confrères. Donc, nous disons simplement que l'exercice de notre métier au Togo, tout comme sous d'autres cieux, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que ça va, mais au même moment, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer encore davantage. La partie il défonce le paquet, je vous vois hocher la tête à toutes les réactions d'Ibrahim. Ibrahim, mon ami, mon cher ami Ibrahim. Au fait, Ibrahim, c'est son opinion et je partage certaines de ces opinions-là, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsque nous parlons de liberté de la presse. Qu'est-ce que nous mettons dans liberté? Liberté,
d'emblée, je dis, pour une institution de régulation de la presse qui existe dans un État qu'on qualifie de république, c'est-à-dire la Respublica régie par des lois, je ne peux jamais concevoir qu'un journaliste, qu'il commette un délit de presse, soit convoqué et interrogé par un service de renseignement, c'est-à-dire un service spécialisé dans des enquêtes lorsqu'il y a fomentage de coup d'État, lorsqu'on veut... Oui, je ne comprends pas. Et ça, moi je le dénonce à plus juste titre. Mais il l'a dit aussi. Oui, non, je le dénonce à plus juste titre parce que je me fonde sur l'institution de la régulation de la presse. Au moins nous avons, à part la HAC, nous avons l'ETM. Ces deux-là qui sont là pour dire à un journaliste ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit, ce que vous avez publié. Voilà, ça ne respecte pas les normes. Mais quand on nous dit que des patrons de presse doivent se présenter devant une unité de la gendarmerie, une unité spéciale ou spécialisée dans non seulement des investigations, mais qu'ils ont des missions propres et qui d'ailleurs sont sous l'autorité du procureur de la République. Parce que, je le redis encore aujourd'hui, seul le procureur de la République est le directeur des enquêtes. Et il n'y a que le procureur de la République, à part lui peut-être le doyen des juges d'instruction, qui peuvent autoriser une unité telle que le SRI a opéré. En dehors de ça, la liberté de la presse ne se résume pas seulement à ces faits. Je suis désolé de vous dire que ces derniers moments, on a remarqué une recrudescence de violence exercée sur les journalistes. Le dernier en date, c'est ce qui s'est passé devant le siège de la CDPA où un officier de la gendarmerie arrachait la caméra du journaliste de Togo Actualité, Aristide Aratefou. Et lorsque nous avons accouru, on a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, est-ce que vous avez eu un permis de filmer? Mais diantre, un officier de la gendarmerie qui dit à un journaliste, alors qu'il n'était pas seul, hein, alors qu'il n'était pas seul. Et lorsque les journalistes que nous avions approché, une autre unité de la gendarmerie est venue sur place et a tiré des gaz lacrymogènes au sein même de l'attroupement des journalistes. Quelles sont ces manières de se comporter? Le journaliste, bizarrement, était en gilet. J'aurais préféré que l'officier de la gendarmerie, un officier de la gendarmerie, alors que la gendarmerie n'est pas une unité comme ça, que n'importe qui peut être recruté, peut lui demander au moins sa carte professionnelle pour savoir au moins la rédaction ou l'organe pour lequel il travaille. Mais dire sur une place publique où il y a une manifestation dans nos mémoires, et puis on n'a pas tout mis sur la place publique. Ceux qui étaient présents lorsqu'on a arrêté notre confrère ont témoigné que les gendarmes lui ont dit de pisser dans son pantalon. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est des comportements qu'il faut dénoncer à juste titre. Au-delà de cela, mais posons-nous la question de savoir si même il y a un respect pour les journalistes au Togo. Je dis non, parce que pour parler également de la liberté de la presse, il faut que nous soyons à même de dire certaines choses. On vous le refuse. Oui, mais attends, lorsque moi je suis togolais et que je me rends compte que les bonnes intentions de celui qui est le chef de l'État de mon pays, c'est ailleurs qu'il annonce. Lorsqu'on demande à l'interviewer sur des questions importantes qui régentent la vie de l'État togolais, on ne le trouve pas, et qu'il a l'habitude d'aller accorder ses interviews aux journalistes étrangers, je me dis, mais quelle est la place qu'on donne aux journalistes locaux, ou locaux, excusez-moi, locaux. Mais je ne comprends pas, moi. C'est aussi une autre interrogation. Pasteur Edo, vous êtes ami des journalistes. Dans ce groupe-là, on vous voit, parfois même vous portez des mains fortes à ces journalistes-là. Vous les substituez à un moment donné avec plein de reportages, des situations de ce genre. Qu'est-ce que vous dites ces journalistes-là lorsque vous êtes avec eux? Ils travaillent bien, ils ont des soucis? Non, mais écoutez, je crois que les deux ont déjà dit beaucoup de choses. Mais quant à nous, quant à ce qui nous concerne, c'est vrai quand même que
déjà avec, au début, Ibrahim l'a dit, avec la dépénalisation du code de presse, c'était quelque chose unique dans la sous-région à l'époque, et ça a été salué. Mais par après, c'est vrai qu'il y a des dérives, surtout avec les forces de sécurité qui, au fait, devaient en principe collaborer avec les journalistes. Enfin, ensemble, il devait y avoir une collaboration bilatérale parce que les journalistes sont en principe protégés par les forces de sécurité sur le champ de reportage. Mais on a constaté quand même que il y a eu un divorce, un divorce entre les journalistes et les forces de sécurité. Donc, ce qui a fait que, quand vous voyez le Togo chaque année, le classement affaire mondiale, je ne sais pas s'il faut le dire, mondial en matière de la liberté de la presse, le Togo stagne. Le Togo stagne toujours. Je crois que c'est 86e, 86e, c'est de même que cette année. Ce qui veut dire que les choses les lignes n'ont pas bougé. Mais c'est vrai quand même, quand on voit sur le terrain, il y a beaucoup de parutions, il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de télévisions, il y a des sites en ligne, il y a des agences. C'est vrai quand même que dans cette atmosphère, on aurait pu quand même avancer et permettre de la liberté aux gens, parce que vous vous rappelez tout ce qui s'est passé avec cette affaire de la route Lomé-Vaughan, tous les confrères qui avaient publié, vous vous rappelez, cette affaire des fonds qui sont volatilisés, qui n'ont pas permis à la route là d'être faite, et tout récemment avec le rapport de Rijad. Donc je me dis quand même que on aurait pu aller de la manière la plus civilisée en demandant, quand il y a des fausses informations, qu'il y ait des droits de réponse. Je crois que ça justifie. C'est ça, au fait, qui est la voie, la voie qu'il faut emprunter pour permettre à cette liberté-là d'être vue et d'être su par tout le monde. Bon, donc, pendant des périodes de crise, c'est pendant ces périodes quand même qu'on voit que le Togo des fois veut avancer, mais on le voit encore en arrière. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de choses à faire, et les journalistes, quand on dit la liberté de la presse, les journalistes eux-mêmes ont un grand rôle à jouer. Il va falloir quand même qu'ils soient plus professionnels. La presse au Togo est plus une presse de combat. C'est plus de combat. Il n'y a pas, des fois, les analyses sont biaisées. Donc, il y a lieu quand même que les journalistes eux-mêmes apportent du sel, assaisonnent d'une manière le domaine, pour permettre aux gens de pouvoir les apprécier. Ça fait des fois que on dit, bon, c'est des journalistes, on ne les respecte pas, parce que des fois, quand c'est comme si vous êtes sous pression. Vous travaillez sous pression parce que les gens veulent défendre des fois leur ventre ou bien leur position politique. Donc vous voyez que c'est ça qui fait que à tous les niveaux, il faut quand même qu'à tous les niveaux, chacun puisse jouer sa partition. Non, mais je voulais juste ajouter un truc par rapport à ce que vous avez dit. Si à un moment donné, dans notre pays, on s'est rendu compte que les journalistes, au lieu de faire l'effort d'être professionnels, ont voulu jouer aux journalistes de combat, c'est la faute à qui? Moi, je suis désolé de me rendre compte que dans un État comme le nôtre, c'est un défunt président d'une institution de régulation de la presse qui partage de l'argent à une catégorie de journalistes. Et c'est une gratification du chef de l'État. Et il dit, non mais là c'est une erreur que le chef de l'État a commise. Ah, mais si le chef de l'État sait très bien qu'il n'y a pas que 50, ça c'est un chiffre que je donne comme ça, il n'y a pas que 50 journalistes au Togo. Ça le fait pour tout le monde. Pour être au-dessus de la mêlée, puisqu'il est le chef de l'État. Il ne devait pas faire seulement juste pour 5, mais pour tout. Mais quand il fait, c'est qu'il pousse ceux-là à qui il a donné ce magot-là, via le président d'une institution de régulation de la presse, il les pousse à commettre des bêtises. Parce que lorsqu'on se rend compte de ce que je suis avec le chef de l'État, tout m'est permis. Surtout au Togo. Je le dis avec tout ce que cela peut engendrer. Parce que vous savez très bien qu'il y a des journalistes, c'est-à-dire
eux, quand ils commettent des bévues, quand ils insultent, quand ils font ci, quand ils font ça, ne sont pas inquiétés. Et par contre, il y a des gens qui annoncent d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on a mis la main sur 10 milliards. Où sont partis ces 10 milliards? Jusqu'à aujourd'hui, le SRI est entré en jeu. Mais la suite, c'est quoi? Les 10 milliards. Est-ce que la route a été faite jusqu'à aujourd'hui? Où sont passés les 10 milliards? Est-ce que les journalistes n'ont-ils pas raison? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. L'autre souci également qu'on éprouve, même si les difficultés vous les apportez pêle-mêle, c'est que sur place ici, on a du mal par exemple à faire parler le gouvernement, les membres du gouvernement sur des sujets d'actualité, y compris le chef de l'État. Sur plusieurs sujets, il faut attendre des mois, des années pour écouter des bribes d'informations. Ça rend un peu le travail difficile. Non, effectivement, ça, je pense que c'est le rôle de leur direction de communication ou bien des attachés de presse. Je me dis qu'au niveau de chaque ministère, il y a un directeur de la communication. Il revient au directeur de la communication d'organiser la communication du ministère. Et lorsque les journalistes approchent ces messieurs, parfois c'est avec dédain que vous êtes reçus, parce qu'il y a cette sale habitude dans le pays, comme quoi quand vous allez pour demander des informations, pour avoir plus d'infos sur les sujets ou bien sur certaines thématiques que vous êtes en train de traiter, on a l'impression que vous allez pour soutirer de l'argent à ces messieurs. Et plusieurs de nos confrères ont été confrontés à ces difficultés. Du coup, quand vous avez une information, même si vous êtes tenté d'aller vérifier, parfois, à cause du comportement de ces messieurs, ces petits commis-là, et qui sont dans les bureaux, et qui pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée, et qui connaissent quelque chose en communication, puisque nous qui nous présentons là-bas, vous préférez discuter directement avec le patron pour lui signifier certaines choses. Et si ils sont bien organisés dans le ministère ou bien dans le service que vous approchez, il essaie de vous référencer à une personne ressource qui va vous donner d'amples informations. Voilà aussi le problème. Bon, quand je prends le cas du président de la République, il a la direction de la communication qui doit en principe communiquer sur les déplacements du chef de l'État, les activités du chef de l'État, même l'agenda du chef de l'État, parce que c'est un acteur important de notre pays et tout doit être su par les Togolais. Je ne parle pas de ces déplacements privés, ça l'engage, mais tout ce qu'il fait au nom de la nation togolaise, au nom de la République, doit être su par les Togolais. Ce n'est pas lui demander trop. Et ça, c'est le directeur de la communication qui organise ça. Mais vous savez, quand vous êtes dans un pays où tout est amalgame, un directeur de cabinet peut être en même temps le directeur de la communication, le directeur des ressources humaines et tout ça là. Il va de soi qu'il y ait vraiment des choses qui ne marchent pas normalement. Donc si chacun assume avec responsabilité, d'extérité ses fonctions au niveau de chaque service de l'État, je pense que c'est des agréments auxquels les journalistes font face le plus souvent dans la collecte des informations n'auront plus lieu. Mais le bémol, c'est qu'il y a quand même une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre aux journalistes de pouvoir avoir accès aux informations. Mais encore une fois, je rappelle que les petits commis des bureaux là nous font ombrage. Quand vous allez, c'est des blocages. Tantôt, moi je vais partager une petite expérience. J'étais à Tapamé et j'étais sur un dossier par rapport à la pêche. Nous sommes adressés à un commis de la direction de l'élevage là-bas. Ce qu'on nous a dit, c'est d'avoir l'autorisation depuis Lomé d'abord, avant de revenir et voir éventuellement si on peut nous donner quelques bribes d'informations. Oh, les informations sont là, c'est accessible, c'est public. C'est les données statistiques par rapport à la pêche et le nombre en tout cas, d'opérations qui se fait au niveau de leur lac artificiel là, de Nangbeto et comment ça se fait, les implications, les impacts et tout ça là. Donc c'est des données, mais en principe, il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de secret, mais on nous fait faire des tours vraiment impossibles, juste pour nous dire que
c'est comme ça, c'est de l'omerta, et quand vous voulez avoir de l'information, il faut que l'autorité suprême puisse donner son accord d'abord. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est que ça donne l'idée sur la façon dont les choses sont gérées. C'est une question de malgouvernance, c'est une question de corruption, c'est une question d'opacité sur ce que l'on fait de mauvais dans ces structures. Et ça, c'est pas bien. Il faut qu'on évolue. Parce que le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Mais malheureusement, ce droit-là est asphyxié, quoi. On n'a pas les informations. On ne communique pas sur les choses. Et quand on ne communique pas, c'est comme si on a de mauvaises intentions. On a des intentions obscures. On ne veut pas mettre ces choses-là au public, alors que c'est des choses publiques qui doivent être suivies par tous les citoyens. Pourtant, c'est ça le mal. Et souvent, il faut le dire, quand on le fait comme ça, c'est qu'on est mal intentionné. Au moins, il y a un membre du gouvernement qui, de temps en temps, sort et il parle un petit peu, se prononce sur le sujet. Il s'agit de Gilbert Badilem Baena Bawara. Il a encore fait une sortie cette semaine. Il a parlé, il a abordé des sujets, notamment le dialogue et l'affaire Bolloré. Depuis là, on entend personne ne se prononce, alors que c'est deux pays qui sont cités, le Togo et la Guinée. Les Guinéens parlent régulièrement, y compris le chef de l'État. Le Togo, il a fallu attendre au milieu de semaine pour écouter Gilbert Bawara. Il faut le rappeler, Bolloré qui a été mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. Ces trois chefs d'inculpation dans le cadre de la concession du port de Conakry et de Lomé, notamment je crois en 2011 et 2010. Bawara a dit que pour le moment, le Togo n'est pas concerné par ce dossier. Quoi serait-il? Moi, je crois que quand on parlait du ministre Bawara qui joue le rôle du point focal du gouvernement, c'est ça. Le point focal du gouvernement, c'est lui qui devient presque le porte-parole. Point focal du gouvernement au dialogue. Au dialogue, en tout cas, il joue le rôle de Pascal Bojo, parce que c'est lui qui il avait cette compétence-là de le faire. Et c'est vrai quand même qu'on aurait souhaité quand même que pour cette sortie-là, qu'on puisse dire aux Togolais exactement quelque chose. Mais je crois que cette sortie-là a plutôt confondu les Togolais. Les Togolais sont confondus. Apparemment, c'est comme si à la tête du pays, il y a des gens qui décident, qui décident volontairement comme ça de noircir le pays. Je ne sais pas, noircir, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Mais pour lui, le Togo pour le moment n'est pas concerné. Il faut attendre la procédure, la fin de la procédure. Le Togo est un joueur énormément cité où on appelle un index sur le gouvernement, ils vont se prononcer sur ce qu'il a dit. Je crois quand même que dans le dossier, on nous a toujours dit que ça concerne le port de Lomé et le port de Conakry. C'est ce qu'on a dit. Ça. Et même, il y a déjà même, c'est vrai quand même qu'il ne faut pas se fier à tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs qui passent sur les réseaux sociaux quand on les voit, qui déjà impliquent d'une manière ou d'une autre le Togo. C'est vrai, tout le monde a fait de Bolloré. Est-ce que c'est un secret de... tout le monde sait. On n'a pas de données. On sait ce que Bolloré, ce qu'il fait dans ce pays et dans les autres pays d'Afrique. Donc, dire que le Togo n'est pas concerné alors que Bolloré est implanté au Togo dans beaucoup d'autres choses, dans la communication, dans la manutention ferroviaire, je crois que c'est lui qui nous avait monté le truc là à l'époque là, non? Le train là, et puis jamais, aujourd'hui, c'est les trains de 1900 qui circulent toujours vous voyez, donc je crois quand même qu'on ne peut pas venir nous montrer le chef de l'État dans un très beau train. On avait convoité ça. Moi j'avais convoité, dit mais c'est avec plaisir que je vais prendre ça pour aller, pour voyager. Non, c'était un wagon, c'est pas un train. C'était un wagon. Donc il le dit très bien, je crois que lui il dit que c'est un wagon. Donc je crois que dire que le Togo n'est pas concerné, qu'est-ce qu'on attend? Et depuis là, est-ce que la Guinée, dès qu'on a annoncé, le gouvernement guinéen dit être prêt à collaborer avec la justice. Ça, il n'y avait rien il n'y avait rien. Mais le gouvernement dit, il est prêt à collaborer avec la justice française. Est-ce qu'on avait notifié? Il y avait une notification. Non, il n'y en avait pas. C'était dans la foulée. C'était dans la foulée, c'était les premiers jours. Et maintenant, ça c'est affaire publique aujourd'hui au Guinée. Et hier, le chef de l'État guinéen est monté au créneau. Est monté au créneau pour porter, disant qu'il veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc je crois quand même que
cette sortie du ministre Nahara, je crois que bon, c'était pas un grand événement parce que tout ce qu'il a dit, on le savait que c'est comme ça, on allait protéger parce que peut-être qu'il ferait partie, de ce réseau-là qui ont à ce réseau qui a quand même peut-être démarché le marché, enfin démarché le truc, le contrat, bon, donc apparemment il faut qu'on vienne nous dire ça. Je crois que ce n'est pas sérieux, hein? Ce n'est pas sérieux. On a besoin des informations, le peuple togolais a besoin des informations, une situation donnée. Il faut leur donner au bien se taire, ne rien dire que de vouloir dire des choses qui ne cadrent pas. Ibrahim Atta, le nom du Togo est cité régulièrement depuis plus de 2 semaines, on y revient. Mais on constate qu'en dehors du gouvernement qui s'est prononcé d'une manière ou d'une autre, l'opposition ne se prononce pas, les députés non plus. Bon, pour le moment, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Comme le disait Coster Edo, les opérations de Bolloré au Togo. Bolloré, le groupe Bolloré est présent au Togo, ça tout le monde le sait. Et Bolloré est au port de Lomé. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde sait que Bolloré est un opérateur et qui a des activités assez solides. Il y avait une bonne partie du pont pour 35 ans, c'est ce qui a été voilà, au Togo, nous avons en 2010. Voilà, le 3e quai. On parle toujours de Bolloré qui l'aurait réalisé et qui l'a réalisé, pas qu'il l'aurait, parce que nous étions là à l'inauguration. Et c'est Bolloré qui était là, Vincent Bolloré lui-même, et qui était à côté des autorités togolaises pour l'inauguration de ce 3e quai. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas su des Togolais. Bolloré est présent au Togo. Bon, maintenant, quand on parle de financement ou bien des accords, le contrat qui a été scellé pour la concession de la manutention des principales activités au port au groupe Bolloré, moi, je dirais que c'est un investissement que Bolloré a eu à faire et il a fait ça avec certains officiels togolais. Et si ça a été conclu au nom de la République togolaise, il faut quand même se dire que dans toute opération, dans toute transaction économique, celui qui vient vise toujours ce que nous appelons le bénéfice. Et là, il passe par tous les moyens pour pouvoir avoir le marché. Et donc, si entre-temps, certains officiels togolais se sont mal illustrés dans la négociation de ce contrat, je pense que avec tout ce qui se fera en Europe, nous aurons des informations. Et si l'État togolais veut poursuivre ces individus-là qui ont agi au nom de l'État, ça aussi, ça peut arriver. Mais l'autre aspect aussi, c'est que quand on parle de la campagne de M. Faure Gnassingbé en 2010, nous savons tous qu'en 2010, M. Faure Gnassingbé avait presque repris du poil de la bête. Il était déjà adulé par une grande majorité des Togolais. Et je me dis, le rôle de Havas dans la réélection de M. Faure Gnassingbé, je ne vois pas ça pour le moment. Parce que M. Faure Gnassingbé avait déjà construit une certaine personnalité et qui inspirait confiance à une grande majorité des Togolais. Et donc dire que c'est Bolloré qui a fait que M. Faure Gnassingbé a été réélu en 2010, je me porte en faux parce que j'ai suivi la campagne dans ce pays, j'étais sur le terrain, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu aussi les dysfonctionnements au niveau de ses adversaires qui ont beaucoup milité en sa faveur, et j'ai vu aussi comment lui-même, M. Faure Gnassingbé, a essayé d'une manière ou d'une autre de mobiliser un certain nombre d'indécis en sa faveur. Donc sur ce plan, je me dis que même si Havas est venu, ça doit être un réseau de corrompus qui aurait fait d'ailleurs affaire ailleurs. Pas dans la campagne de M. Faure Gnassingbé, dans la réélection de M. Faure Gnassingbé. Quand je vais revenir maintenant sur le bénéfice que le Togo doit avoir de ça, l'impact même de l'investissement de Bolloré, pour le moment, on ne sent rien. D'abord, le contrat même est plus ou moins évasif. D'ailleurs, on ne sait même pas, on ne connaît même pas les termes. Du contrat, le contenu du contrat, des contrats, les termes et tout ça là, personne ne sait. Donc, ça voudrait dire qu'il y a quand même un noyau là, et qui, en tout cas, aurait négocié tout ceci, peut-être avec des dessous de table, des pourboires et tout ça là. Et si la justice française évolue dans ce dossier, je pense que nous aurons aussi des éléments d'appréciation et nous, au niveau de la presse togolaise, nous allons utiliser ça pour demander des comptes auprès de certaines personnes qui se sont mal comportées vis-à-vis de la République togolaise. Ildefonse Akwaki, le contrat qui lie Bolloré, le groupe Bolloré à l'État togolais, c'est un contrat qui n'est pas connu
du tout. Je me rappelle, il y a des députés, surtout de l'opposition, qui avaient demandé, écrit explicitement pour avoir accès à ce contrat. Ils n'ont jamais eu de réponse. Aujourd'hui, c'est ce contrat qui pose problème. Je voudrais faire une petite remarque par rapport au propos de M. Bawara d'abord. Lorsque M. Bawara dit que le Togo n'est pas concerné, je le renvoie à l'article 1er de la Constitution togolaise. Le Togo est une république. Et si le Togo est une république, nous devons avoir un président de la République. Et conformément à l'article 58 de la Constitution togolaise, le chef de l'État, c'est lui le président de la République. Partout ailleurs dans le monde, quand on parle de Togo, ce n'est pas un poulailler, c'est un État qui est régi par des lois et gouverné par des individus. Quand je parle d'individus, je n'insulte pas, c'est-à-dire... Oui. Voilà. Mais quand on dit qu'il y a eu une affaire qui éclabousse le Togo et qu'un ministre dit que le Togo n'est pas impliqué, alors qui sont ceux qui dirigent le Togo? Comment et avec qui Bolloré est-il arrivé à signer tout cela là? Si tant est que vous êtes vraiment les premiers responsables de cet état-là et qu'aujourd'hui on nous parle de dessous, et vous, quelle a été votre responsabilité dedans? Moi j'ai mal quand j'ai écouté le ministre Bawara. J'ai eu trop mal. Et puis je le connais comme étant un abonné au vulgaire. Bon, je le prends tel. Mais ce qui est gravissime, c'est que tous les Togolais ont su et savent qu'au moins avec le port, il y a eu un travail qui a été fait avec le groupe Bolloré et qui fait aujourd'hui, vous l'avez cité tout à l'heure, que le Togo doit payer sur une période de 35 ans. Mais avec qui on a signé tout ça là? Pour un État, pour une république. Mais attends, soyons sérieux. Êtes-vous véritablement des autorités, des responsables? Avez-vous vraiment à cœur les aspirations d'un peuple que vous dites représenter? Aujourd'hui, moi j'ai suivi sur TV5 Monde un reportage sur l'érosion côtière. Parce qu'on a commencé par agrandir le port et les populations riveraines ont commencé par avoir des problèmes. On a porté l'affaire un peu plus haut. J'ai écouté celui, le premier responsable qui a dit ils ont même porté plainte contre la Banque mondiale, puisque il semble que c'est la Banque mondiale qui a... Et mais jusque-là, rien du tout. Les populations chaque fois sont menacées par la mer. Des maisons sont parties. Mais vous dirigez un peuple et vous le mettez dans ce genre de conditions. Aujourd'hui, quand l'affaire éclabousse, on dit le Togo n'est pas dedans. Mais comment? Et j'ai salué d'ailleurs, même si je ne suis pas d'accord avec le président Alpha Condé, j'ai salué au moins sa sortie. Au moins, les autorités guinéennes ont été claires. Lorsque ça sera fait et que nous serons appelés, on saura répondre. Je suis d'avis avec ceux qui disent que non seulement ce qui arrive aux Togolais ne concerne pas les premiers responsables, je suis d'avis avec eux, mais je suis farouchement contre les députés togolais, surtout ceux de l'opposition qui jusqu'aujourd'hui n'ont rien dit. Parce que c'est l'occasion, puisque ce sont eux qui avaient demandé au prime abord de présenter le contrat, et ils ne l'ont pas eu. Mais c'est une nouvelle de sauter sur l'occasion et de demander. Parce que je suis sûr que jusqu'aujourd'hui, ils ont des informations fiables. Et j'ai également écouté, vous savez comment nous gérons la présomption d'innocence au Togo? Mais si aujourd'hui, lorsque vous êtes présumé auteur d'un crime ou d'un délit, où votre responsabilité n'est pas encore établie, on vous jette en prison. Mais si aujourd'hui, lui... Mais c'est comme ça le Togo, lui, il gère. En France, c'est autre chose. Il parle... Je me tais pour le moment. Et dans ce dossier, il faut aussi faire remarquer un aspect qui est très important, c'est qu'en principe, c'est le Togo qui doit porter plainte contre Bolloré. En principe. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu des malversations, il y aurait eu une corruption, il y aurait eu beaucoup d'irrégularités
dans le contrat. Puisque comme le dit, et comme ce qui se dit en France, normalement c'est le Togo qui devait le faire. Oui, il faut quand même Mais rappeler pourquoi le Togo ne va pas le faire? C'est déjà que depuis le début, il y a ce dossier. Donc si le Togo n'a pas encore porté plainte, il va de sorte que les autorités togolaises trouvent que l'affaire ne les concerne pas, parce que c'est le Togo qui n'a pas porté plainte. Oui. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand l'affaire a éclaté en France, si vous faites une bonne lecture, vous devez savoir que ça a coïncidé avec les problèmes de Sarkozy. Et lorsqu'il y a changement de régime, les dossiers éclatent au grand jour. Vous comprenez? Voilà une parenthèse que j'ai voulu faire. Je suis d'avis. Non, excusez-moi. Je suis d'avis avec vous parce que je sais très bien que M. Bolloré, c'est l'homme de M. Sarkozy. Aujourd'hui, M. Sarkozy aussi a des ennuis judiciaires dans son pays. Il a été inculpé par le même juge. Voilà, il va de soi. Bon, maintenant, ce qui m'intrigue dans le cas du Togo, le Togo ne peut jamais porter plainte contre Bolloré, d'autant plus que nous avons vu M. Bolloré chaque fois aux côtés du chef de l'État. Ils sont déjà ensemble. Chaque fois. Et vous avez parlé tout à l'heure. Moi, j'ai parlé de train. Vous avez parlé de wagon. Justement. Et puis, je suis surpris même que des journalistes qui font partie de l'organe de M. Bolloré, Canal, ont fait des émissions et ont martelé que Bolloré a transformé même le Canal en un outil de propagande. Et aujourd'hui, mais il y a plein de trucs. Mais ceux qui ont fait ce débat ont été licenciés. Mais attends, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit? Pasteur Edo. Non, je crois quand même que là où nous en sommes aujourd'hui, d'abord, est-ce que dans les autres pays, pour la concession portuaire, c'est fait sur quel délai? Quel est le délai par rapport à nous, 35 ans? Et surtout, celles qui savent qu'ils ont joué un grand rôle dans cette affaire, dans le contrat, et cacher un contrat de 35 ans à tout un pays, je crois quand même que ce serait criminel, hein, parce que apparemment ce serait criminel de le cacher. Hein. Ce n'est pas la chose privée, c'est public. Et que jusqu'au jour où les Togolais ne savent pas qu'est-ce que cela contient. Est-ce que c'est dire que le contenu c'est demain, on dit que demain c'est samedi, dans ce contrat-là, tous les Togolais ne vont plus exister. C'est un contrat comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce que vous dites? Ou bien après 35 ans, le Togo sera pour Bolloré. Bon, ça peut être un titre de récompense. Ah, mais qu'est-ce qui se trouve dans le contrat alors? Qu'est-ce qui se trouve dans le contrat? C'est une portion du port de Lomé, ça n'est pas tout le pays qui est géré par M. Bolloré. Et avec ça, comme il a dit tout à l'heure, vous voyez les riverains n'existent plus. L'aspect environnemental est inquiétant. L'aspect environnemental, il faut quand même qu'il y ait de l'impact, de l'étude d'impact environnemental. Ça a été fait. Oui, bien sûr, l'étude a été faite et jusque-là, vous voyez ces villages-là, côtiers qui sont menacés et qui disparaissent au jour le jour, et là, ce n'est plus la vie là-bas. Mais est-ce que Bolloré a su quand même a pu comprendre l'aspect humanitaire de la chose? Qu'est-ce que a déjà apporté ou bien va apporter à ce pays avec tout ce qu'il gagne comme profit dans cette affaire? On a constaté tout simplement que au niveau des dividendes du port, ça a diminué considérablement chaque année. Depuis là, le budget, le port ne compte tout à fait, oui. À moins de 2 milliards. À moins de 2 milliards, ce qui n'était pas. Hein. Mais c'est grave, hein, pour un État. Hein. Non, c'est qu'au-delà de tout, avec ce sujet, moi je n'entends pas grand-chose. Hein. Peut-être lorsque le dossier va évoluer, et surtout que c'est avec la justice française, on aura des éléments par rapport au contrat qui est passé ici, qui est vraiment... Même pourquoi on ne peut pas avoir l'intégralité du contrat? On peut avoir l'intégralité du contrat et les personnes indélicates qui se sont illustrées, qui ont signé de façon négative dans la passation de ce marché. Je pense que nous aurons aussi des informations sur eux. Mais au-delà de tout, il faut dire que même si vous Bolloré venait à être condamné en France et il y avait des amendes, l'argent ne viendra jamais au Togo. Oui, mais moi... On va rester en France et la France va toujours protéger ses intérêts. Mais la Bolloré, pour le moment, se demande s'il faut rester en Afrique. Non, mais c'est son affaire. C'est quelle intimidation? Je pense que c'est juste pour... c'est un chantage. Un chantage. C'est peut-être pour dire aux chefs d'État africains que si vous me livrez, d'accord, je vous livre aussi. Je pars vous laisser. Parce que vous savez, dans ces affaires de contrat, il y a des non-dits. Hein, et si
les chefs d'État africains collaborent avec la justice française et versent des éléments au niveau de la justice française et qui puissent éclabousser ou bien enfoncer davantage et Bolloré aussi les lâches. Seront versés. Vous savez, lorsque nous travaillons ensemble sur des dossiers aussi sensibles que ça et qu'à un moment donné, on se détache. Aujourd'hui, quand tu as des ennuis et que moi, je veux t'avoir, je serais l'enfoncer. Il y a ça. Mais là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Ibrahim, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que lorsque tu parles chaque fois des gens qui ont travaillé en dessous, qui ont tiré des dividendes, mais vous oubliez que c'est un État. Mais signer un truc de 35 ans sans que les premiers responsables de l'État là ne sachent. Lorsque je parle des gens qui ont travaillé en sous-marin et autres, là, vous savez, la corruption, la fraude ne se fait pas à ciel ouvert. Non, ça d'accord. C'est des choses qu'on dissimule. Et il faut des enquêtes pour pouvoir ressortir ces éléments. Les dévoiler. Vous comprenez? Je suis d'accord. Dans un pays où la corruption est vraiment sévissante, ce n'est pas quelque chose que nous cachons. Parce que le chef de l'État lui-même, il a eu à dire qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. Oui. Et cela implique les surfacturations, comment l'appelle-t-on, les marchés gré à gré et autres. Là. Donc ça voudrait dire qu'il doit y avoir forcément des gens qui ont joué le mauvais rôle dans cette question de concession de marché, oui, de passation de marché à Bolloré. Oui. Donc je dis que toutes ces personnes, si les dossiers évoluent et qu'on a encore beaucoup d'éléments au niveau de la justice française, nous allons découvrir tous ces messieurs-là qui ont joué le sale jeu. Oui. Et pour terminer, c'est pour vous dire que dans une affaire d'État, il y a des mafieux qui s'illustrent, mais qui ne se font pas voir au final. Oui, tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait, je suis d'accord. Mais les autorités, non, je suis d'accord. C'est très intéressant le sujet-là. C'est très intéressant parce que c'est notre État qui est en cours. Tout à fait. Hein, 35 ans, tes enfants là, ils vont aussi payer. 40 ans. Alors, il faut qu'on en parle. Mais lorsque vous faites allusion à la corruption au Togo et que vous dites que le chef de l'État lui-même en a parlé, mais moi je suis très éberlué de me rendre compte qu'autour du chef de l'État, des gens qui n'étaient pas milliardaires sont devenus aujourd'hui milliardaires. Voilà des gens qu'il faut dénoncer. Peut-être qu'il a déjà constaté, là, il en parle. Non. Voilà des gens qu'il faut dénoncer. Non. Et le chef de l'État, il est seul à avoir tous les pouvoirs, à lui conférés par la Constitution. Pourquoi il n'use pas de cela? Pour mettre hors d'état de nuire ces personnes-là qui... Chacun 1 minute pour se prononcer. On ne sait pas où on va avec le dialogue. Il n'a pas dit quelque chose de concret. Même du côté de l'opposition, on n'a pas plus grand-chose. Mais le dialogue est censé reprendre pour pouvoir sortir le pays de la situation actuelle. Ibrahim, est-ce que vous pensez qu'un jour on va reprendre ce dialogue-là? Le dialogue va se... moi, j'ai foi quand même que le dialogue va reprendre. Parce que la CEDEAO s'est saisie du dossier. La CEDEAO va œuvrer pour que les acteurs politiques puissent s'entendre. Mais au-delà de tout, il faut dire que même si le dialogue reprenait, nous risquons de repartir sur le point zéro. C'est-à-dire que tout ce qui a eu comme acquis, tout ce qui a eu comme accord entre les parties prenantes a été remis en cause. Quand vous prenez les manifestations, l'opposition a rompu ce contrat, l'opposition veut reprendre les manifestations. Si vous voyez un peu les actions du gouvernement, vous comprenez que le pouvoir est dans la dynamique d'organiser des élections. Et donc, finalement, on se dit que tout ce qu'il y a eu comme concession, c'est volé aux éclats et on doit reprendre à zéro. Non, moi je serais peut-être très critique à l'endroit du pouvoir togolais qui a toujours fait montre de sa mauvaise foi. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse ouvrir un dialogue qui permet à toute la classe politique d'être présente et de discuter sur des questions qui minent et qui plongent encore plus le pays dans des méandres, et qu'on ne finisse pas et qu'on lance des élections. Mais on nous parle de délai constitutionnel. Mais écoutez, prenez l'article 52 de la Constitution togolaise, le dernier alinéa, vous comprendrez. Et vous comprendrez également qu'en 2012, mais
Vous savez ce que... Les élections restent en place jusqu'aux prochaines élections. Mais attends, pourquoi on se presse? Il n'y a pas de pression. Bon, non, en fait... Pasteur Edo, quand on va reprendre ces discussions, puisqu'on constate qu'avec ce dialogue-là, vous sortez, vous voyez un peu partout des militaires dans le pays. Est-ce qu'on va reprendre un peu ce dialogue? Non, mais peut-être que c'est ça qui inquiète un peu. Parce que là, entre les deux parties, c'est comme s'il y a un divorce. Personne ne veut parler à personne. On ne sait pas ce qui va se passer exactement. Mais je crois quand même que la CEDEAO, lors de sa dernière session à Lomé, a recommandé quand même qu'on puisse leur présenter un travail à leur prochaine réunion. C'est le 28 juin prochain à Abuja. Je crois qu'on le pouvoir ne peut pas s'en passer de ça et organiser quelque chose et commencer par faire des choses. Il faut qu'il y ait de ce qui veut dire que la CEDEAO était quand même sur le point de dire que le dialogue reprenne et qu'il y ait des recommandations. Donc peut-être qu'on va attendre ces recommandations, mais il faut que le dialogue reprenne d'abord. Parce que c'est pendant le dialogue qu'il faut... Ou bien le pouvoir togolais veut, vaille que vaille, quel que soit ce qui adviendra, organiser des élections. Et voilà pourquoi le gouvernement togolais est en train de manipuler un certain nombre de personnalités. Moi, j'ai souri quand j'ai lu sur les réseaux sociaux, quand certain monsieur Amela a démissionné pour des raisons farfelues, et aujourd'hui, c'est lui qui reprend la tête. Et moi, j'en ai... Du parti de son papa. Et je vous informe que la semaine prochaine, il fera partie d'un groupe d'acteurs politiques qui vont aussi créer une autre coalition. Et parce que le pouvoir sait très bien qu'avec le C14, il ne peut pas, mais il faut fabriquer un truc et montrer à la communauté internationale que ceux-là, ce sont des opposants, ils nous accompagnent. C'est de bonne guerre, ce sont des manœuvres politiques, et ça, ce n'est pas interdit. On va s'arrêter là. Ces manœuvres politiques, ce n'est pas interdit. Cette émission va s'achever comme ça. Trois invités, Pasteur Edo Komi, Ibrahim Acha et Défense Akwaki. La mise en onde a été assurée par Romaric Freitas. Bon week-end, on se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.